Le chef de l'OTAN s'en est pris directement à la Chine lors d'un discours. Il appelle les pays membres à faire payer à Pékin le prix de son soutien à Moscou. Jordan Bardella refuse d'être Premier ministre s'il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Défense et compétitivité seront les principaux piliers du prochain agenda stratégique de l'Union européenne qui doit fixer le cap pour les institutions. Dans son discours à Washington ce lundi, Jens Stoltenberg s'en est pris directement à Pékin. Le secrétaire général de l'OTAN a appelé les pays membres à fournir plus d'armes à l'Ukraine et à faire payer à la Chine le prix de son soutien à la Russie. Pékin, qui n'a jamais condamné l'invasion de l'Ukraine en 2022, se dit neutre dans ce conflit. Alors face à ces propos, la Chine n'a pas tardé à réagir. Lors d'un point presse ce mardi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a appelé l'OTAN à ne pas, selon ses termes, jeter de l'huile sur le feu. 北约作为冷战的产物和全球最大的军事集团，在乌克兰危机中扮演了什么样的角色？国际社会自有公论。北约应当做的是自我反思，而不是任意对中国进行抹黑攻击。 La guerre en Ukraine a poussé les pays occidentaux à tourner le dos à la Russie, mais Vladimir Poutine ne semble pas isolé pour autant. Ces dernières années, Moscou a renforcé ses liens avec d'autres alliés, comme la Corée du Nord, où le président russe est actuellement en visite. Vladimir Poutine s'est également rapproché de Xi Jinping. Signe de ce rapprochement, la Chine n'a pas participé au sommet pour la paix en Ukraine, qui s'est tenu ce week-end en Suisse, en raison notamment de l'absence de la Russie. Pékin ne livre pas d'armes à Moscou, mais lui fournit du matériel essentiel pour son effort de guerre. Ce rapprochement entre les deux puissances inquiète les États-Unis et l'Union européenne, qui appellent régulièrement la Chine à utiliser son influence sur la Russie pour mettre fin au conflit en Ukraine. Car après 2 ans de guerre, sur le front, l'armée russe gagne un peu plus de terrain chaque jour, face à une armée ukrainienne en grande difficulté, de l'aveu même des autorités à Kiev. Le candidat du Rassemblement national Jordan Bardella a déclaré qu'il souhaitait obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Les élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet ont été déclenchées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale suite à la victoire de l'extrême droite aux élections européennes. J'ai l'ambition d'être Premier ministre. Premier ministre à la tête d'un gouvernement d'union nationale qui sera formé sur une majorité absolue. Si demain, les Français plaçaient le pays dans une situation de majorité relative, c'est-à-dire dans une situation de blocage avec un Premier ministre qui n'aurait pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, lui-même en situation de cohabitation, alors on ne pourrait pas changer les choses. Les dirigeants des partis de gauche, alliés sous la bannière de la coalition du nouveau Front populaire, ont présenté leur programme pour faire barrage à l'extrême droite. Pour le Premier ministre Gabriel Attal, une victoire des extrêmes serait une catastrophe pour le pays. Il y a l'alliance menée par la France insoumise. Il y a l'alliance menée par le Rassemblement national, les extrêmes, qui serait une catastrophe, d'abord en termes de climat social dans le pays, parce que c'est la division à tous les étages, le conflit à tous les étages, mais une catastrophe aussi pour l'économie et pour l'emploi. Emmanuel Macron garde les clés de l'Élysée jusqu'en 2027, mais sa présidence serait affaiblie en cas de victoire de l'extrême droite. L'agenda stratégique européen sera fortement dessiné par les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce document, qui doit servir de feuille de route pour la prochaine Commission européenne, est élaboré par les 27 chefs d'État et de gouvernement. L'Union ne compte pas abandonner le pacte vert ni sa transition numérique, mais l'accent devrait être porté sur la sécurité et l'autonomie stratégique. Now, the green transition, green policies are taking another spin. In Europe, they are put at the service of competitiveness on the one hand and security on the other, which makes sense because over the last 5 years we have done a lot of legislation with the European Green Deal and now we need to turn into implementation. Une Europe plus forte, plus prospère et plus compétitive devraient être les moteurs de cet agenda stratégique. Cette ambition devrait se matérialiser par un renforcement des capacités industrielles, qu'elles soient civiles ou militaires. Il s'agira aussi pour les 27 de réduire leur dépendance à l'égard des États-Unis.
There is another element which is very important here, which is of course the US election. And what happens if Trump is back at the White House, and what happens to Europe in terms of its own defense capabilities in case of a, let's say, withdrawal or less support by the United States, also in the context of NATO. Les 27 vont donc afficher leur ambition, mais il faudra trouver les moyens de financer ces objectifs. First of all, we need to use the European budget in a better way. So there is the whole discussion about how is the new EU budget going to look like, how are we going to spend this money, and what is going to be the size of it. The second is the European Investment Bank, which will certainly play a greater role in the coming years when it comes to all these elements. And finally, new debt. Is there the possibility to create a new facility after the end of Next Generation EU in 2026? L'agenda devrait aussi inclure un chapitre sur une Europe libre et démocratique afin de renforcer l'état de droit. L'adoption de ce document sera à l'ordre du jour du prochain sommet européen prévu à la fin du mois à Bruxelles. En Espagne, la Guardia Civile a démantelé une importante cellule média de l'État islamique. Les serveurs du centre étaient utilisés pour diffuser des éléments de propagande favorables à l'État islamique à destination de radios, d'agences de presse et de médias sociaux disséminés à travers le monde. Le centre envoyait par ailleurs des messages dans une trentaine de langues pour inciter à commettre des attentats. La police a interpellé 9 personnes. 2 suspects ont été placés en garde à vue. Les interpellations se sont déroulées à Gérone, en Catalogne, à Cadix et Almeria, en Andalousie, ainsi qu'à Tenerife, dans les Canaries. Europol et le FBI américain ont participé à la mise en place de l'opération de la police espagnole. Dans les rayons de ce supermarché belge, on trouve des bières locales, mais également françaises. Un succès qui s'explique selon certains consommateurs par le goût différent des bières venues de l'Hexagone. J'en bois parce que son goût est différent de ce qu'on peut trouver chez nous en tout cas. Je la trouve fraîche avec un petit goût de citronné, elle me fait penser à la blanche. La France compte le plus grand nombre de brasseries en Europe, 2500, loin devant la Belgique qui en compte 400. Mais sur le marché international, entre les deux pays, le match est sans appel. Chaque année, la Belgique exporte 1,6 milliard de litres de bière contre 700 millions pour la France. On voit des bières françaises qui marchent très bien, qui se développent sur le territoire belge. On voit à l'instar aussi des bières régionales qui passent la frontière et qui marchent bien dans le nord de la France. Donc je crois qu'à ce niveau-là, il y a un équilibre qui est en train de se faire. Globalement, encore une fois, si la qualité est là, il y a de la place pour tout le monde. Depuis 2016, la bière belge est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Malgré les attentes élevées et les millions d'euros générés par les dépenses des supporters, les experts s'accordent à dire que l'Euro 2024 ne parviendra pas à sortir l'économie allemande de plusieurs années de stagnation. Selon Jonas Freuch, économiste du sport à l'Université de Cologne, les recherches montrent que dans l'ensemble, des événements sportifs similaires ont un impact économique minime, voire même négatif. There's substitution mechanisms at play, which are basically that people don't necessarily spend more money, but they just spend it in a different way. So that means that while normally people would go to the cinema, they would go to the theater, now they just go to the games, spend maybe money here, in the bars, in, I don't know, prepare barbecues at home. 4 des 10 villes hautes se trouvent dans et autour de la Ruhr, l'ancien cœur de l'industrie lourde allemande. Mais suite à la crise du charbon et de l'acier des années 1970, la région s'est tournée vers d'autres secteurs, comme les services ou le tourisme. A Ruhrvidék átalakulásának egyik emblematikus helyszíne az Esseni-Zollverein szénbánya. Az óriási rozsdásodó épületek között ma turisták sétálnak, de a foci fontossága itt is tetten érhető. A környék tele van a helyi csapatok matricáival. De manière générale, les supporters de football ont tendance à dépenser beaucoup d'argent. Maybe 100, 150 a day if we're drinking a lot and eating good food and stuff. But we're having fun, so it's okay.
La plupart de ces dépenses vont aux propriétaires de bars, d'hôtels et de restaurants. Les prix des chambres ont grimpé en flèche avant l'euro. Certains fans n'ont pas réussi à trouver un logement et ont donc dû se résigner à dormir dans leur voiture. Cet hélicoptère qui survole la capitale française fait partie du dispositif inédit mis en place par l'armée de l'air pour sécuriser les Jeux Olympiques. Le ciel parisien sera particulièrement protégé le 26 juillet, jour de la cérémonie d'ouverture. Ce sera des hélicoptères d'alerte au sol, en vol, en fonction des points forts, des moments décidés par notre donneur d'ordre, pour assurer la protection de l'espace aérien. Chaque jour, plus de 12 000 avions transitent dans l'espace aérien parisien. Mais pendant les JO, plusieurs zones seront temporairement interdites aux aéronefs, autour notamment de Paris. C'est le cas des dispositifs particuliers de sûreté aérienne, pour lesquels donc, les hélicoptères Fenech participent justement à ce dispositif qui est forcément renforcé pour la période des Jeux Olympiques. Pendant la durée de la compétition, certaines parties de Paris ne seront accessibles qu'avec un QR code, une disposition censée renforcer la sécurité. À gauche sur l'écran, Anouk Aimée lors du Festival de Cannes en 2019, l'une de ses dernières apparitions publiques. L'actrice française est décédée ce mardi 18 juin à l'âge de 92 ans. Née Françoise Dreyfus, cette fille de comédien joue au cinéma pour la première fois à l'âge de 13 ans. Au cours de sa longue carrière, elle a tourné dans plus de 70 films et séries qui lui ont valu de nombreuses récompenses. Son rôle dans le célèbre long métrage Un homme et une femme de Claude Lelouch lui permet de connaître un succès international et de remporter la Palme d'Or à Cannes, le Golden Globe de la meilleure actrice et une nomination aux Oscars.